Bonjour, aujourd'hui on va voir la numérisation d'une BB 16009 Hornby avec l'utilisation d'un connecteur à 6 broches et d'une platine d'éclairage avec des résistances SMD permettant d'avoir un câblage propre, sans fil qui se promène partout et de pouvoir séparer la caisse du châssis facilement. Dans la vidéo sur le passage de l'analogique au numérique et celle sur la numérisation d'une ancienne machine, j'avais affirmé de manière un peu péremptoire que les anciennes Hornby ne se prêtaient pas du tout à la digitalisation, car leur stateur était relié directement au châssis, et qu'on ne pouvait pas séparer facilement l'alimentation du moteur de l'arrivée des rails. 2 ou 3 intervenants m'ont montré que c'était complètement faux, et Patrice Ebermeyer, qui commercialisait justement un kit pour améliorer et numériser ses machines, m'a fait parvenir ces documents, et je tiens à le remercier. Donc on va voir comment faire, et surtout que ce n'est pas très compliqué. Les BB 16000 font partie de la grande famille des locomotives surnommées BB Jacquemin, du nom de l'ingénieur André Jacquemin, concepteur du bogie complètement suspendu, muni du système de transmission à cardan qui a révolutionné la traction électrique, avec une meilleure adhérence des roues, limitant le patinage et permettant à une BB de 80 tonnes d'avoir la même capacité de traction qu'une CC de 120 tonnes. Elles ont été mises en service de 1958 à 1963, avec une vitesse commerciale de 160 km/h, et elles ont été testées jusqu'à 240 km/h avec succès. Leur polyvalence, leur robustesse et leur performance ont permis à certains exemplaires de la série de dépasser 53 années de service et plus de 10 millions de kilomètres parcourus, ce qui reste exceptionnel. Et pour ceux que cela intéresse, j'ai mis 2 liens dans la description de la vidéo vers des articles de Clive Lemming sur la famille des BB Jacquemin et sur la BB 16000, ainsi qu'un lien vers une vidéo où Michel Chevalet explique en détail le fonctionnement du bogie Jacquemin. Ce modèle Hornby date de 1974 et il est plutôt bien conservé avec sa boîte d'origine et son livret. Il possède un moteur puissant et assez souple, mais assez gourmand car il consomme déjà près de 400 mA à vide et il dépassera facilement les 600 mA en charge. D'origine, il y a un éclairage avant avec une ampoule et des bandages sur les essieux moteurs. La prise de courant se fait sur le bogie avant et elle est très moyenne, mais il n'y a pas de possibilité de l'améliorer facilement. La caisse n'est pas vilaine et ça vaut le coup de la passer en DCC. Pour ce qui est des travaux, il va falloir changer l'aimant car c'est le point faible de ces moteurs. L'aimant ferrite se démagnétise au fil du temps, le moteur perd en puissance et a tendance à chauffer. Il va falloir aussi isoler le porte-charbon, changer les bandages qui sont complètement cuits, nettoyer tous les éléments de la prise de courant du bogie et des roues, ajouter un décodeur LEN standard plus V2 qui est très bien adapté à ces anciennes machines et qui est le moins cher du marché parmi ceux qui possèdent le freinage ABC. On va aussi ajouter des feux avant et arrière rouge et blanc inversés, avec les feux arrière qui pourront être commandés indépendamment par la touche F1. On va ajouter un éclairage de la cabine de conduite à l'avant qui sera commandé par la touche F2. Au niveau du moteur, l'aimant d'origine mesure 9,2 mm par 9,9 mm et fait 4,9 mm d'épaisseur. On utilisera des aimants néodyme N45 au minimum ou mieux des N52. Alors j'avais expliqué cette classification dans la vidéo sur les attelages magnétiques. On peut utiliser un aimant rectangulaire de 10/10 en 4 mm d'épaisseur qu'on retouchera un peu à la fraise en faisant bien attention aux poussières qui vont se coller partout et qui sont toxiques. Donc masque FFP2 obligatoire et travaille dans une boîte en carton ou en plastique avec une plaque de tôle au fond pour attirer les particules. Sinon, on peut mettre aussi 2 aimants cylindriques de 4 mm de diamètre sur 10 mm de long, en s'assurant qu'ils sont bien mis dans le même sens. La vis qui reliait les 2 flasques sera trop grosse avec un aimant rectangulaire et devrait être changée pour une plus fine. A noter qu'elle n'est plus vraiment nécessaire car les flasques tiennent juste par la force du ou des aimants. On en profite aussi pour bien nettoyer le collecteur en cuivre et les charbons avec de l'alcool et mettre une toute petite goutte d'huile pour machine à coudre sur les paliers aux 2 extrémités du rotor. On met l'huile avec une petite aiguille de couture ou une épingle par exemple, il en faut vraiment très peu. Il faudra aussi vérifier que le moteur tourne bien et si besoin régler le palier situé à l'arrière.
Normalement, c'est un moteur très doux. S'il fait trop de bruit ou s'il est rugueux, c'est que les paliers ou la transmission sont trop usés et vous n'en tirerez rien de bon. Si c'est le cas, vous pouvez trouver un kit de remotorisation pour 35 € port compris sur eBay. On va passer maintenant à l'isolation du porte-charbon. Ce moteur équipait pratiquement toute la gamme Hornby de ces années, et tout ce qu'on va voir ici est valable pour les autres modèles de cette époque. Alors il suffit d'isoler les deux extrémités de l'aiguille qui tiennent les charbons pour que le moteur soit complètement isolé des rails. Pour cela, on peut utiliser l'isolant d'un câble électrique qui rentre dans les manchons en laiton et qui pourrait être enfilé sur les deux extrémités de l'aiguille. Il faut aussi mettre un isolant entre le bout des manchons et le châssis pour éviter tout contact intempestif. Les charbons sont remontés et on s'assurera au testeur de continuité que l'isolation est bien réalisée entre chaque charbon et le châssis métallique et les roues. Il faut aussi supprimer le condensateur d'antiparasitage qui ressemble à une résistance mais qui s'avère être bien un condensateur de 1 microfarad. Pour les bandages, j'ai utilisé des Rocco de référence 40075, les roues faisant 14 mm de diamètre. Il faut bien nettoyer la gorge de l'ancien bandage qui a tendance à rester collé. Le nouveau sera remis en place et on le place bien dans la gorge en faisant tourner avec une aiguille par-dessous. Il ne doit pas être vrillé ni présenter de bosse. Il faudra faire un petit rodage avec la loco toute seule, sans traction, pour qu'il prenne bien sa place sur la roue. Si elle tressaute, c'est qu'un ou plusieurs bandages ne sont pas bien placés. Pour le décodeur, comme d'habitude, j'ai mis un lens standard plus V2 qui est le moins cher du marché supportant l'ABC et qui est celui que j'utilise sur les anciennes machines. Il trouve sa place à l'avant dans un creux de la poutre qui relie les deux bogies. Initialement, j'avais prévu de mettre aussi un support LSDCC à l'autre bout, mais il s'est avéré un poil trop haut, empêchant de refermer la caisse à fond. Et en plus, l'écrou du pantographe pouvait le toucher et faire un court-circuit. J'ai donc mis simplement une petite plaquette de circuit à bande collée à la cyanolite et qui permet de regrouper les connexions de la partie traction avec les arrivées des rails de chaque côté. Fil rouge venant du rail droit et fil noir venant du rail gauche. Au centre, les fils orange et gris qui vont au moteur. Le schéma de branchement a déjà été vu et revu dans les anciennes vidéos. Sur le bogie capteur, le plot a deux connexions est relié à la lamelle qui prend le courant sur le rail droit et sera donc relié au fil rouge du décodeur. Et le plot a une seule connexion, est relié au châssis et prend le courant sur le rail gauche. On y soudera le fil noir du décodeur. A noter que si vous avez changé l'aimant du moteur et que le sens de marche est inversé, il suffira d'intervertir ces deux fils. Les fils venant du décodeur sont simplement soudés sur les pistes correspondantes de la plaquette. On va voir maintenant l'éclairage. Alors on commence par enlever la plaque métallique de l'avant qui servait à renvoyer la lumière de l'ampoule sur les phares. Elle se glisse vers l'arrière. J'ai utilisé des LED bicolores rouge-blanc au format SMD 0605. Elles sont placées à l'intérieur des phares qui forment un creux avec la partie éclairante vers l'avant. Elles sont d'abord fixées au scotch, puis avec une petite goutte de colle derrière le scotch une fois leur position bien validée. Un petit truc, pour tester les LED, j'utilise une pile bouton de 3 volts usagée qui ne sort plus que 2,7 V environ. Les fils sont collés au scotch sur les parois de la caisse. J'ai découpé aussi les éléments de la cabine avant dans un radeau d'impression en PLA, comme quoi il ne faut jamais rien jeter. Une LED SMD est collée au plafond de la cabine avec du scotch de masquage qui servira de diffuseur. Elle sera commandée par la touche F2. Un conducteur est collé aussi au plancher. À l'arrière, c'est la même chose, avec aussi deux LED SMD collés derrière les phares. Le schéma de l'éclairage a aussi été vu et revu dans les anciennes vidéos, et en particulier dans celle sur la numérisation d'une ancienne machine. Tous les fils des LED seront regroupés sur un connecteur à 6 broches pour pouvoir séparer facilement la caisse du châssis et sans avoir de fils qui se promènent partout. Une plaquette portera les résistances de l'éclairage. Il ne faut pas oublier de couper la piste de cuivre sous les résistances. Ce sont toutes des résistances SMD de 6,8 K. De toute façon, on pourra régler la luminosité des feux ultérieurement dans les CV du décodeur. Pour souder, on bloque la résistance avec une précelle automatique
en l'alignant bien sur la piste de cuivre et on vient mettre une petite goutte de soudure de chaque côté. Il n'y a que la piste de cuivre qui recevra le plus commun qui n'a pas de résistance. La plaquette d'éclairage trouve sa place derrière celle des connexions de traction. Donc on a le fil bleu du plus commun, le fil vert de la sortie de fonction commandé par F1 et qui servira à allumer les feux rouges arrière, le fil jaune qui commande les feux en marche arrière, il est soudé sur deux pistes, l'une recevra les moins des LED blanches de l'arrière et l'autre le moins des LED rouges de l'avant, pour allumer les feux blancs arrière et les rouges avant quand la loco recule. Le fil blanc qui commande les feux en marche avant recevra le moins des LED blanches de l'avant. Et enfin, le fil rose de la sortie de fonction commandé par F2 recevra le moins de la LED du plafond de la cabine de conduite. A noter que ce fil doit être ajouté sur le décodeur car il n'est pas dans les 8 fils du connecteur NEM d'origine. Les fils venant des différentes LED seront soudés sur la partie femelle du connecteur en respectant bien le même ordre. Tous les plus sont regroupés en bas sur la connexion au fil bleu du décodeur. Les moins des LED rouges de l'arrière vont à la connexion reliée au fil vert du décodeur. Les moins des LED blanches de l'arrière va à une des connexions reliées au fil jaune. Et les moins des LED rouges de l'avant va à l'autre connexion reliée au fil jaune. On est obligé d'utiliser deux résistances différentes pour chaque groupe de LED car elles n'ont pas les mêmes caractéristiques électriques. Les moins des LED blanches de l'avant vont à la connexion reliée au fil blanc. Et le moins de la LED de l'éclairage cabine va à la dernière connexion reliée au fil rose. Et il n'y a plus qu'à passer aux essais. Feu avant, éclairage cabine par F2 et démarrage sur le premier cran de marche. Le ralenti est souple et sans saccade. L'allumage des feux arrière est indépendant par F1. On remarque que les feux blancs éclairent un peu trop, alors soit on peut rajouter une résistance de 2K, soit on diminuera simplement la luminosité dans les CV du décodeur. Même chose pour les feux rouges d'ailleurs. On voit que la prise de courant n'est pas parfaite, mais il faudra faire avec, à moins de mettre un power pack, ce que je n'aime pas du tout. Mais comme ce n'est pas une loco de triage, ça ne devrait quand même pas poser de problème. Là, on va lui atteler une rame de 6 voitures Romilly. Elle les emmène facilement et en souplesse. Elle est assez lourde, avec une bonne capacité de traction et un moteur souple et plutôt silencieux. On est presque au niveau d'un moteur Rocco, mis à part une consommation électrique un peu élevée. Donc c'est une machine qui vaut le coup d'être numérisée. Alors si vous en achetez une d'occasion, c'est un peu la loterie. Soit le moteur est en bon état et il suffit de changer l'aimant comme ici, soit il est cuit et il faudra prévoir une remotorisation complète.
Donc en occasion, n'y mettez pas plus de 50 à 60 € au grand maximum pour une caisse sans manque et sans défaut esthétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à commenter en bien ou en mal, car c'est aussi souvent constructif, et pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite. Merci de votre fidélité et à bientôt.